Mama o la dia, matantambua sonne au soya. Mama o la dia, saki bagay talent passa. Bel bonsoir, l'honneur et puis respect, parce que tout cas côté émission Femme et L'homme vaillant, nous à sous les ondes radio à Palais Jicambou. Nous ka recevoir aujourd'hui à un avocat qui est à la retraite, mais pas si on peut vraiment crier ça à la retraite, puisqu'il est toujours qu'à Djoubaki. Et puis le mien, c'est monsieur Alain Manville. Alors, non t'as d'être qu'à 10 autres en bas, ils ont ni raison, c'est bien de même famille à nous qu'à y parler. Et aujourd'hui, il a venu parler nous de ce qu'il a fait et surtout de toute actualité, tout combat et puis le mien. Monsieur Manville, comment allez-vous? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton action au sein du MIR et de ton action passée, présente et peut-être future en termes de combat mené avec la justice concernant le gros dossier des réparations? Une longue histoire, parce que ça commence dans les 90. Pour que vous compreniez, je n'ai pas vécu en Martinique, j'ai vécu en Maroc jusqu'à l'âge de 40 ans. J'ai découvert, je connaissais la Martinique, je venais évidemment. La Martinique était aussi mon pays. Donc, quand je suis arrivé ici dans les années 90, j'ai découvert quelque chose qui, pour moi, relevait de la préhistoire. Notre passé relatif à la traite négrière. Et la première chose qui m'a posé à moi, c'était mon arrière-grand-mère. Il faut que je vous raconte que mon père était avocat à Paris et dans les années 50, je suis né en 1951. Il a tenu absolument à ce que je voie ma grand-mère. Ma mère était une esclave. Ça, j'ai réalisé ça quand j'avais 40 ans. Dire combien ce passé qui est en moi, a été totalement occulté. Moi, c'était vraiment... D'un coup, je réalise que 4 ans, j'ai vu ma grand-mère dont la mère était l'esclave. C'est mon histoire, c'est pas du tout du passé. C'est pas lointain. C'est pas lointain du tout, comme peuvent le dire beaucoup de gens. Il faut regarder vers l'avenir, oublions le passé. C'est ce que disaient d'ailleurs les colons. Il faut finir avec ça. Voilà, ouais, oublions. La situation en Martinique ne permet pas. Ce passé, il est dans notre présent aujourd'hui. Je vais pas parler des béquets, mais c'en est la première pierre évidente sur laquelle on bute dès lors qu'on marche dans la rue de Fort-de-France. À une époque, il y avait un certain nombre de noms anciens esclavagistes. Et donc, la question, parce que moi j'étais juriste, mon avocat, ça a été la répression. Dans les années 90, il faut dire que la question du crime contre l'humanité, et en particulier de la Shoah, était posée par les Juifs eux-mêmes. Il faut dire que les Juifs ont connu, après la Shoah, le même phénomène de on oublie, et les juges et l'État français considéraient que mais il n'y avait pas lieu à réparation. Puis, alors, il n'y avait pas lieu, il y avait des gens qui disaient, mais attendez, Vichy, le régime de Vichy, c'est un régime criminel. Il y a eu un crime qui est commis, et en bon juriste que je suis, s'il y a un crime, il y a une victime, et puis il y a un dommage. S'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de crime. S'il y a un dommage, il faut le réparer. Donc, la question de la réparation des crimes contre l'humanité a été posée. Il faut comprendre qu'en 1945, lorsque se tient le procès de Nuremberg des dignitaires nazis, les victimes sont mises à l'écart. On fait le procès du régime nazi, et les victimes interviennent comme témoins. Non pas comme victimes, mais comme témoins. Témoins pour mettre à charge les dignitaires nazis. Ce n'est que dans les années 80 que la question commence à se formuler et que 85, il y a le procès Barbie, un événement de rupture parce que pour Klaus Barbie. Oui, parce que Barbie, Klaus Barbie, un ancien nazi,
Donc, les esprits quand même s'éveillent et se posent la question, il faut réparer. Il faut condamner déjà, et il faut réparer. Pour nous, héritiers des victimes du crime de la traite négrière et de l'esclavage, la question restait très évasive et très importante. Les indépendantistes des années 60 qui revendiquaient donc le respect de la dignité de l'homme noir et de gay, étaient sur une problématique qui était celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pas du tout sur la question directe du crime contre l'humanité. Des années 90 se formule la question qu'est-ce qu'était cette traite négrière, qu'est-ce qu'était en esclavage des déportés. Et j'insiste sur le terme déporté parce que je ne sais pas si on a suivi la polémique qu'il y a eu en France sur Claudicien et... Exactement. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai proposé qu'on soumette par le biais de nos députés et de nos sénateurs une loi qui pénalise tous ceux qui prétendraient que la déportation serait réservée uniquement à la Shoah. Ces gens-là devraient être donc poursuivis pénalement. Sauf à considérer que la traite transatlantique était un voyage d'agrément. Oui, ou un transport de marchandises. Voilà. Donc en situant dans le cadre du Code noir, oui, effectivement. Voilà. Mais donc, je pense qu'il faudra là aussi agir juridiquement pour interdire à quiconque d'oser prétendre nous interdire de dire que nos ancêtres ont été déportés. Parenthèse fermée. Donc la question des réparations s'est posée à moi. Et avec un collectif d'avocats, on a réfléchi. On a réfléchi tout d'abord dans tout le combat qui a été mené dans la Caraïbe sur la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, ce qui n'était pas intégré au droit français. Tout le monde connaît maintenant la loi Taubira, mais ça a été le résultat d'un long processus de combat. Il y a eu de nombreux mouvements qui se sont agrégés pour imposer au Parlement français que ces deux crimes soient reconnus comme crimes contre l'humanité. Ça a été fait, mais avec toujours la même perversion coloniale. Oui, crime contre l'humanité, mais pas de réparation. Alors, la loi Taubira serait une loi mémorielle. On commémore, mais on ne répare pas. Contre ça, donc, un collectif d'avocats s'est travaillé, et avec le MIR, et une autre association africaine, nous avons engagé une procédure contre l'État français en mai 2005, qui aboutit à différentes décisions de justice très importantes. La première décisive, c'est celle de décembre 2017, donc 2005-2017, 12 ans de procédure, 12 ans de bataille juridique contre l'État français et avec les juges, et qui ont fini par devoir reconnaître qu'en droit français, il existait effectivement pour chacun d'entre nous, descendants de déportés mis en esclavage, un droit de créance contre l'État français. Alors, avant de rentrer dans l'explication du droit de créance, était de la présence d'un juriste sur place, quels étaient les arguments de l'État français par rapport à la demande? Qu'est-ce qu'ils opposaient comme argument? Alors, avant de venir aux arguments de l'État français, il faut comprendre qu'une partie des militants se sont battus pour que la traite négrière et l'esclavage soient reconnus comme crime contre l'humanité. Il y a eu une division qui s'est faite, avec une grande majorité de juristes, d'éminents juristes, ce qu'on appelle des sachants, considéraient que la reconnaissance, qui était pour la reconnaissance, que ces deux faits soient des crimes contre l'humanité, mais que cette reconnaissance ne pouvait aboutir à aucune procédure. C'est-à-dire que ils considéraient que l'intégration dans l'ordonnancement juridique français la notion de crime contre l'humanité pour la traite et l'esclavage ne pouvait pas conduire à un procès fait à l'État. Je veux dire que je me souviens qu'en 1998, il y a eu un colloque qui s'est tenu à l'habitation Saint-Jacques, me semble-t-il, où le lieu n'est pas forcément le plus approprié. C'est là que
On n'a pas fait le procès de Nuremberg à Mauthausen, mais enfin bon, je refais ma parenthèse. Vous avez parfaitement raison. Mais ce sont les mêmes qui prétendaient que précisément il n'y avait pas de réparation. Donc il y avait les juristes, et puis il y avait ceux qui considéraient, ce que moi j'appelle aujourd'hui les négationnistes, parce que la rupture a été violente, ceux qui pensaient qu'il fallait qu'il y ait réparation, et ceux qui disaient ah non, il faut mémoriser cette histoire, mais il n'y a pas de conséquences juridiques, ni économiques, ni financières pour l'État français. Moi, je suis un juriste de base, et je dis, il y a eu un crime qui a été commis, qui c'est qui l'a commis? Les colons et l'État français. Et sans l'État français, les colons n'ont pas pu commettre le crime. D'ailleurs, l'État français a été engagé dès le XVe siècle dans la traite négrière. Progressivement, il est intervenu de plus en plus massivement, puisque la France, il faut le rappeler, c'est la deuxième ou la troisième puissance négrière européenne. Aujourd'hui, on est la troisième ou la quatrième puissance maritime grâce au pays. Grâce à nos pays. Ouais. Et ça, on ne le fait pas payer. Moi, je trouve que les élus ici devraient y réfléchir. Il n'y a pas de raison que la France ait ce titre et cette puissance grâce à nous. Quand on voit les conditions qu'on nous fait ici de vie qui sont lamentables, on nous a empoisonnés, on a empoisonné la terre, on nous vole depuis les années 60. De Gaulle a remis en place le système de Colbert de l'exclusif, tout vient d'Europe. On a cassé les économies locales. Quand vous allez à Saint-Martin, vous voyez ça. Je parlerai tout à l'heure de Saint-Martin parce que c'est comme le signe prémonitoire de ce que l'État français et la République française préparent pour nous autres, les Antillais, Guyanais, Guadeloupéens et Martiniquais. Je continue sur la question des réparations. Et donc, il y avait cette opposition violente entre petits groupes. Je veux dire, on était très peu nombreux. Et tout le monde, soit pour des raisons morales, soit pour des raisons idéologiques, soit pour des raisons pseudo-juridiques, prétendait qu'on ne pouvait pas, sur la base de cette reconnaissance que nous réclamions ensemble, engager des procédures. Moi, j'étais d'un avis contraire, avec très peu de confrères. Il y avait un consensus du monde juridique que non, ça ne se faisait pas et ça ne pourrait se faire. Grâce à Gersa Malsa, j'ai des contacts, en 2005, et il faut qu'on y aille parce qu'il y a la prescription et il nous fout la prescription dans la figure. Et donc on a assigné l'État français. Alors ça m'a fait sourire parce que ils ont pris cette assignation pour une blague. Je me souviens de la presse locale avec Malsa, on avait demandé donc une provision, dédommagement final, une provision sur la condamnation de l'État de 200 milliards. 2005, 200 milliards. Tout fait. Et puis, on avait demandé aussi une expertise du crime, parce que nous, on est avocats, on est des juristes, mais pour évaluer le préjudice, il faut des experts. C'est comme ça en justice. Et puis, une expertise pour que le crime soit connu, parce que le crime n'est pas connu. Qui en Martinique, est-ce que dans les écoles, on lit le discours sur le colonialisme? Je ne sais pas. Est-ce qu'on lit la férocité blanche, qui est la description de ce qu'a été pour nos ancêtres, nos arrière-grands-parents? Abominable où le nègre de l'habitation était en danger de mort à chaque moment. Malgré le code noir, le maître de l'habitation avait droit de vie et de mort. Et lorsque, effectivement, des atrocités étaient dénoncées, monsieur le procureur de la République française requérait la relaxe en disant attention, si vous allez le maître, vous allez détruire le système esclavagiste et vous allez ruiner la France. Parce que la richesse de la France est construite sur la sueur, le sang et la douleur de tous nos ancêtres. Les Français l'ignorent. Alors on a fait la loi Taubira, on va mettre dans les ouvrages
Ok, ok. Oui, donc la violence de ce qu'a été une vie d'esclave, personne ne l'imagine. Et encore aujourd'hui, malgré toutes les manifestations, je ne sais pas si le jeune Martiniquais, le jeune enfant de 9 ans ou de 13 ans peut réaliser ce qu'a été la vie qui a été faite arrière, 2 siècles et demi. Toute cette violence, elle a été gommée. Et je me souviens avoir été au Memorial Act de Pointe-à-Pitre. J'étais abasourdi. Comment ce Memorial Act est supposé restituer ce qui a été la douleur de millions d'hommes. Pas que les Martiniquais. Oui, mais il y avait l'Amérique. Et puis il y avait les Africains, parce que vous savez très bien comment on essaye d'euphémiser le crime. On dit oui, mais ok, c'est les nègres qui ont vendu les nègres aux blancs. C'est faux. C'est faux. C'est une falsification de l'histoire. Et cette histoire, il faut la restituer. Il faut que nos enfants, que les générations à venir sachent d'où ils viennent. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on ira. On ne sait pas où on doit aller. Et on aura du mal à se construire. Et on aura du mal à se construire. Bon, je reviens donc sur la question des réparations. Et donc, nous avons engagé cette procédure qui a été ridiculisée au départ. Alors, la stratégie de l'État, c'était parce que nous avions assigné devant le juge judiciaire, parce que c'est le seul juge français devant lequel les avocats ont la maîtrise de la procédure. Normalement, la responsabilité de l'État, c'est le tribunal administratif. Je fais un peu de droit pour que les gens comprennent. Et la première stratégie de l'État pour bloquer la procédure, évidemment, n'entendra jamais vouloir réparer. Ceux qui disent c'est une question politique ou c'est une question morale s'illusionnent. S'ils croient qu'un jour l'État français réparera le crime, ils s'illusionnent. Et il suffit de voir la manière dont l'État a argumenté devant les juges, de tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens savent, mais l'État français est en train de financer un mur à Paris avec le nom des nègres qui deviennent des nouveaux libres, entre guillemets, parce que cette liberté relative et peut-être inexistante. Ça dépend ce qu'on a défini comme Maître Monotouka d'ailleurs a écrit de nombreux ouvrages sur le fait que nous sommes tous encore des affranchis et pas des Français. Bon, je reviens à ma question fondamentale qui est la réparation, parce que c'est une question qui est toujours pendante aujourd'hui et qui va le devenir de plus en plus, puisque MI entend engager prochainement une nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, cette fois-ci. Il faut savoir que les procédures ont eu lieu en Martinique et en Guadeloupe. Malheureusement, les procédures qui avaient été prévues à Paris et la Guyane n'ont pas pu être mises en place. La procédure de Paris vise à regrouper l'ensemble des ayants droit. Quand je dis ayants droit, c'est nous tous, hein, descendants de déportés et mis en esclavage, où là, on va élargir le champ des demandeurs à toute la diaspora, donc afrodescendante, c'est-à-dire facilement plus de 30 ou 40 millions d'individus, plus tous les Africains de l'Afrique de l'Ouest, où les razzias ont lieu. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que le crime, il commence pas sur le bateau, il commence pas au port, il commence dans la forêt, dans les villages, où les razzieurs arrivent, assassinent, prennent les enfants, prennent les hommes qui sont en bonne forme, violent les femmes, les tuent ou les ramènent, et laissent une famille entière mortifiée, parce que soit une partie est partie vers le port, le grand voyage, ou est morte, on tuait. Donc le crime, il commence là. Et que les Africains aujourd'hui, 25 ans plus tard, puissent par le biais de leur chef d'État réclamer devant l'ONU la réparation de crimes est le résultat de notre travail ici en Martinique. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, en Afrique, lorsque vous parliez de la réparation, d'ailleurs, ils étaient dans ce schéma mental
oui, nous sommes quelque part responsables de ce qui est advenu aux déportés. Alors ça, c'est une falsification absolue que les historiens et que la société européenne a développée pour nous faire oublier ce qu'a été notre histoire. Donc, je reviens à ma question des réparations. Et donc, l'État a essayé de nous renvoyer vers le juge administratif, en disant, vous mettez en cause la responsabilité de l'État, en conséquence de quoi, un droit français, et c'est vrai que quand on met en cause la responsabilité de l'État, c'est le juge administratif. Et le juge administratif fait ce qu'il veut. L'avocat n'a aucun contrôle sur la procédure. Et nous savions que si jamais le juge judiciaire que nous avions choisi pour cette raison décidait de nous renvoyer devant le juge administratif, la procédure était assassinée de facto. Au bout de 3 ans, le juge judiciaire a dit non, je suis compétent. Au bout de 3 ans. 3 ans de bataille juridique. Le juge judiciaire a finalement dit, parce que nous lui avons démontré que ça ne pouvait pas, que c'était un crime, que c'était les libertés individuelles qui étaient en question, que lorsque l'État viole la liberté individuelle, ce n'est plus le juge administratif, qui est en fait un petit peu le juge de l'État. Le Conseil d'État, il est à la fois le conseiller de l'État et le juge de l'État. Donc là, il y a encore une ambiguïté en droit français qu'aucun juriste ne va soulever, mais qui est une contradiction pour moi absolue. Celui qui conseille l'État ne peut pas être le juge de l'État. Nous savions que si nous étions condamnés à aller devant le juge administratif, les procédures que nous engagions seraient plantées, ensablées et définitivement enterrées. Et nous avons gagné sur ce terrain-là. C'est à ce moment-là que l'État a compris que ce procès qu'il pensait pouvoir régler en 1 an, a compris qu'il y avait un danger énorme. Donc on est en 2008. La procédure se poursuit devant le juge. Je reviendrai tout à l'heure à votre question qu'oppose l'État. La procédure se poursuit devant le juge judiciaire et l'État nous oppose donc la prescription. Ben oui, mais on est désolé, le décret de 1848 naît votre droit de créance. À l'époque, la prescription était de 30 ans. 1948, 1978, vous n'avez pas agi, vos ancêtres n'ont pas agi, vous êtes prescrit. Sauf que il y a un principe de droit c'est que celui qui ne peut pas agir ne peut pas être prescrit. C'est là-dessus, c'est sur ce principe-là que nous avons gagné les procédures contre l'État. Nous avons opposé cet argument, bien d'autres. Hein. Nous avons invoqué la loi Taubira, inscrit dans l'ordre juridique français que la traite négrière et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité, les crimes contre l'humanité étant imprescriptibles. Comment le droit au dommage peut être prescrit? Que se passe-t-il? 2013. Je ne sais pas si vous vous souvenez du procès qui a été fait à monsieur Mbeke suite à un documentaire de Ah Plus. oui, les maîtres, comment ça s'appelle? Les maîtres de... Oui, ceux qui vont aller à Matignon, à l'Élysée, sans carte d'identité. Voilà, il y avait un reportage de Canal+, ouais. Et dans ce reportage, un vieux béquet, monsieur... Oui, expliquait que, après tout, l'esclavage, il tenait des propos apologétiques et il a été poursuivi donc devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Il a été condamné. Il a fait appel. Il a été condamné devant la cour d'appel de Fort-de-France. Là, les juges n'ont pas osé dire. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Et monsieur Luc Pointe a fait un pourvoi en cassation. Et parce que nous étions, nous, Millet, devant le juge judiciaire réclamé à l'État 200 milliards d'euros de provisions, plus des expertises, la Cour de cassation a dit « Ah oui, mais on est désolé, la loi Taubira n'a pas de portée normative. » Je ne vais pas entrer dans le détail. Ils ont fait une espèce de bouillabaisse entre des décisions rendues par la Cour de cassation elle-même et le Conseil constitutionnel pour inventer une théorie selon laquelle la loi Taubira était donc non normative, c'est-à-dire qu'elle ne produisait pas d'effet juridique. Mais une loi, enfin, je ne suis pas juriste loin de là, mais
une loi qui ne produit pas d'effet juridique pour répondre vos propos, en fait, c'est même pas une loi, il sert à quoi, en fait? J'essaie de comprendre, hein, Non, mais moi aussi. je comprends pas, en fait. Le principe d'explication, c'est pas dans la loi, Euh, elle est dans la volonté de la Cour de cassation de bloquer la procédure que nous menions contre l'État. C'est pas MIR, mais des avocats ont engagé une procédure dont personne n'a parlé, pas même ici, contre 7 magistrats de la Cour de cassation. C'est une procédure unique au monde. Aucune presse n'a rebondi là-dessus. Un événement hallucinant, les coups des magistrats de la Cour de cassation, ça n'existe pas, nulle part dans le monde. Paris, la presse parisienne ne dit rien. La presse locale ne dit rien. Bon. Évidemment, lorsqu'on met en cause la plus haute magistrature, on imagine bien que le système judiciaire va essayer de découvrir. Donc, ils ont planté la procédure, et depuis, aucun juge, aucun, en France, n'ose dire la loi Taubira. Ils savent tous qu'elle en a une. Aujourd'hui, lorsqu'ils traitent de la question des réparations, les juges disent, en dehors de la question de savoir si la loi Taubira a une portée normative, nous considérons qu'en vertu de l'article machin trapama, vous êtes prescrit. Donc, ils mettent à chaque fois que nous revenons sur la loi de Taubira de côté pour ne pas avoir à dire normatif, parce que s'ils le disent, ils sont devant le tribunal correctionnel. Et ça, je peux vous assurer que le simple fait pour un juge de se retrouver devant une juridiction pénale, traumatisme à vie. Le savons-nous parce que nous avons, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'affaire de Claudette Duhamel. Nous avions poursuivi les 3 magistrats du tribunal correctionnel devant leur propre juridiction. Une procédure qui a duré pratiquement 1 an, terminée par un non-lieu après une instruction absolument hallucinante. Là encore, on voit comment fonctionne le système judiciaire lorsqu'il est mis en cause. C'est, je dirais, de l'ordinaire pour ce que moi j'appelle les juridictions coloniales des beaux départements français d'outre-mer. Je ne pense pas que les juges se seraient autorisés à faire ce qu'ils ont fait de Maître Duhamel. Si nous étions à Paris ou à Bordeaux ou à Toulouse, en tout état de cause, aujourd'hui, aucun juge n'ose dire que la loi Taubira n'a pas de normative, ce qu'elle a d'évidence. Une loi est une loi, et même la Cour de cassation, qui la question a été posée, en disant, mais prétendez que la loi Taubira n'a pas de portée normative. Elle pourra. Vous n'êtes pas le Conseil constitutionnel. Vous faites un abus de pouvoir. Vous prenez les compétences du Conseil constitutionnel. On a fait une question prioritaire de constitutionnalité contre cette jurisprudence de la Cour de cassation. Parce qu'on est obligé, pour aller au Conseil constitutionnel, de passer par la Cour de cassation. Et un blocage. Là, on est dans le déni de justice manifeste. C'est pas le seul. Je reviens donc à la question des réparations. Et donc, la Cour de cassation en 2013, voyant le danger arriver d'une condamnation possible, donc, par le fondement juridique de notre action, qui était donc la loi Taubira. Le deuxième principe, c'était l'article du Code civil, quiconque fait dommage à quiconque doit réparer le dommage. Et là, la prescription qu'on nous opposait n'était pas tenable, puisque nous nous opposions le fait que, oui, mais pas en 1848, tout sorti, décret de 48, le pauvre esclave devenu affranchi n'avait pas les moyens d'agir, pas plus en 1948, pas plus en 1968, pas plus au moment où on a signé en 2005 l'État français devant le tribunal de grande instance de France. Il n'est pas possible d'agir en droit. Tout à l'heure, pourquoi? C'est tellement évident que n'importe quel élève étudiant de première année d'université de droit le comprend immédiatement. Nous avons proposé le fait que
la prescription n'était pas opposable. Et une décision a été rendue en 2017, comme je vous disais, par la Cour d'appel de Fort-de-France, qui est la seule décision qui soit un peu juridique, par laquelle il a été reconnu par la Cour d'appel de Fort-de-France, c'est une décision qui fait rupture avec tout le passé judiciaire, qui dit 3 choses. 1, oui, les descendants des Africains déportés et mis en esclavage, faut qu'ils soient dans le monde, mais il y en a tout à l'heure, ont un droit de créance contre l'État. Ça, c'est un fait acquis qui a été confirmé 3 fois par la Cour de cassation. Chacun de nous, aujourd'hui, au moment où je vous parle, a un droit de créance. Je ne sais pas de combien il est. C'est pas 3 sous. Mais on a un droit de créance sur l'État. 2, oui, ce droit de créance, vous pouvez le faire valoir devant les juges judiciaires. Donc, chacun d'entre nous, aujourd'hui, est en mesure de prendre un avocat et de demander à l'État de le réparer. 3. Oui, mais on est désolé, vous êtes prescrit. Cour d'appel de Fort-de-France 2017. Vous êtes prescrit, dit la Cour. Elle dit 2 choses. Oui, vous avez raison, pendant un siècle, les titulaires de ce droit de créance ne pouvaient pas agir. Donc, ils ne pouvaient pas être prescrits jusqu'à 1948. Écoutez bien ça, c'est fondamental pour comprendre où sont vos droits aujourd'hui, au moment où je vous parle. La Cour d'appel de Fort-de-France dit, jusqu'en 1948, on ne peut pas opposer à un créancier de l'État une prescription. Mais à partir de 1948, vous avez eu la possibilité, parce que le temps passant, vous êtes devenu citoyen français, vous êtes conscient de vos droits, et donc vous étiez en mesure, à partir de 1948, d'agir. Vous ne l'avez pas fait dans le délai, dans la prescription des créances contre l'État, c'est 4 ans. Dans le délai de 4 ans, et donc vous agissez en 2005, donc vous êtes prescrit. Et vous êtes prescrit parce que vous n'avez pas pu démontrer qu'après 1948, l'empêchement d'agir qui fait que vous ne pouvez pas être prescrit, c'est poursuivi. Alors, c'est un motif de la décision de la Cour d'appel qui est tiré du chapeau, parce que la Cour d'appel ne nous a pas permis, entre l'État et les demandeurs, de discuter de cet argument. C'est comme ça qu'ils fondent la prescription. Et en fondant la prescription comme ça, ils ouvrent définitivement le droit d'agir en justice sans qu'on puisse nous opposer à la prescription. C'est ça que je dis aujourd'hui, on a gagné le procès. Cette décision, elle va être validée par la Cour de cassation. Je ne sais pas pourquoi, moi j'étais persuadé, lorsque nous avons fait le pourvoi, que la Cour de cassation allait casser cet arrêt. Cet arrêt nous donnerait définitivement raison. Il suffit que nous démontrions que l'empêchement d'agir s'est poursuivi après 1948 pour que nous ne soyons plus prescrits. Et tant que cette possibilité qui est infinie, que après moi, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, s'il est avocat, pour aller devant un juge et dire, attendez, moi je vous démontre qu'après 1948, l'empêchement d'agir s'est poursuivi. D'ailleurs, nous avons demandé, dans les procédures qui ont suivi, à l'État, mais par quel effet magique l'empêchement d'agir s'arrête en 1948. Et l'État a répondu, l'empêchement d'agir a cessé parce que la notion de crime contre l'humanité, qui a été inventée pour condamner la Shoah, et pas seulement la Shoah, parce que c'est pas la Shoah seulement, c'est les crimes commis par les puissances de l'Axe. Ça touchait les Juifs, les Tziganes, les handicapés, les communistes, les homosexuels, non pas les communistes, et les nègres. Il y avait des nègres dans les camps de concentration. Ce qu'on oublie, oui. Personne n'en parle. Si, monsieur Charles a écrit un très beau livre là-dessus. Donc, aujourd'hui, n'importe quel avocat qui engage une procédure a pour obtenir gain de cause de démontrer au juge que, après mai 1948, l'empêchement d'agir n'a pas cessé. Qu'est-ce qui se passe en 1948?
Si, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est prise à Paris en décembre 1948, mais qui est une déclaration qui n'a pas de portée normative. Car, vieux concept de la Cour de cassation. C'est décidément une manie. Ah oui, mais il y a la CEDH, 1950. Ah, mais C'est quoi la CEDH? Ah pardon, oui, excusez-moi. Cour européenne des droits de l'homme. Okay. La Convention européenne des droits de l'homme, donc qui pose les principes universels, aux droits et libertés individuelles et collectives. Ah, mais article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas d'effet rétroactif. Pas s'appliquer ni à la traite, ni à l'esclavage, qui a duré du XVe siècle à la fin du XIXe siècle pour les pays européens. La France ayant aboli l'esclavage en 1948, par le décret du 27 avril 1848. 1848, pardon. Donc, aujourd'hui, la question des réparations, elle est fondamentale pour chacun d'entre nous. C'est d'ailleurs pour ça que Beer s'est battu pendant 25 ans et a obtenu ce résultat juridique fondamental, à savoir que nous sommes tous titulaires d'une créance que l'État refuse d'assumer, de respecter, d'exécuter par des moyens fallacieux des juges. Alors, aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Eh bien, MIR entend engager une nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, cette fois. Les autres procédures ont eu lieu dans les départements d'outre-mer, en regroupant l'ensemble des ayants droit dans le monde. Non seulement les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les Saint-Luciens, les Dominicains, les Barbadiens, toute l'arc antillais, Haïti, qu'on oublie, mais aussi les Nord-Américains. Et puis, comme je le disais au début, les Africains qui sont les premières victimes du crime, du premier moment du crime, qui est razzia. Voilà un peu les perspectives qui sont mises en place. Et le problème aujourd'hui, c'est de mobiliser d'abord les afro-descendants d'ici. La première mission de MIR, puisque MIR s'appelle Mouvement international des réparations Martinique. Il y a le MIR Guadeloupe, il y a le MIR Guyane. Et chacun de ces mouvements doit mobiliser sa propre population d'afro-descendants pour demander réparation. Il est certain qu'aujourd'hui, s'il y avait des milliers de demandeurs, les juges n'oseraient pas faire face à 300 000. C'est pour ça que j'appelle donc tous les afro-descendants à s'engager dans le combat. C'est un combat qui est mené gratuitement. Il suffit de donner un mandat à MIR, que celui-ci aille devant le tribunal judiciaire de Paris et reprenne la procédure et impose aux juges de dire le droit, d'arrêter de falsifier à la fois l'histoire et les règles de droit. Il faut savoir que cette procédure, elle va durer. Parce qu'évidemment, la pression de l'État est extrême. C'est plus de 200 milliards d'euros de provisions aujourd'hui. C'est 500 milliards d'euros de provisions, dont les experts à désigner auront tâche de dire comment faire pour réparer. Parce que moi, je suis avocat, je suis pas anthropologue, je suis pas psychologue, je suis pas spécialiste de l'agriculture, de la démographie. Il y a un tas de problèmes que nous héritons de cette période de l'esclavage, qui devront être analysés par les spécialistes des sciences humaines et des sciences exactes, qui sont payés pour ça, avec 400 ou 500 milliards d'euros, que l'État sera de toute manière, un jour, moi je serai peut-être déjà mort, mais je sais qu'un jour, il y aura des avocats pour aller devant les juridictions françaises demander réparation. Ça, c'est notre combat. Il faut dire que ce combat, il s'élargit. Parce que il n'y a que la France qui a pris cette loi. Tous les autres États, anciennes puissances négrières, ont eu la clairvoyance de ne pas inscrire dans leur système juridique le fait que la traite négrière et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Ils disent, ils font des déclarations, ils font des motions, des avis. Ils présentent des excuses. Ils présentent des excuses.
Il y en a même qui proposent d'indemniser, bon, sectoriellement, hein. Mais dernièrement, le Parlement européen a pris une motion selon laquelle il reconnaissait que la traite de l'esclavage, qu'il n'avait pas fait, hein. Alors que, parce que la loi de Taubira en 2001 a été votée, il y avait un article de la loi de Taubira qui disait que l'État français demanderait aux États européens de reconnaître la traite de l'esclavage. Tous ont participé. C'est pas la France seulement, hein. L'Angleterre, la Hollande, le Portugal, l'Espagne, les Allemands, les Hollandais, les Suédois, tous ont participé, sauf les pays de l'Est. Toute l'Europe occidentale a été négrière. Tous devront un jour payer. Pour cela, il n'est pas possible de les attraire. On ne peut pas attraire un État devant une juridiction française. Une immunité internationale. Par contre, aujourd'hui, MIR entend militer pour la création, avec les États africains, d'un tribunal international pour les réparations. Et comme ce qu'on a fait à Nuremberg. Exactement. Exactement, en décidant d'arrêter de blabla depuis 25 ans, hein, la question est posée à l'ONU. Donc, de fédérer l'ensemble des pays qui ont subi non seulement la traite et l'esclavage, qui sont les premiers moments en fait du colonialisme européen. Parce que les Occidentaux ont compris que le système économique de l'esclavage n'était plus adapté au développement du capitalisme. Ils ont développé la nouvelle forme de domination, de prédation et d'asservissement des peuples, c'est le colonialisme. Pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République qui un jour en Algérie a dit oui, le colonialisme est un fait. Et Macron n'était pas encore élu, il est devenu premier magistrat de France. Mais on peut pas les assigner devant le tribunal français. Donc, nous demandons à tous les anciennes nations, tous les peuples qui ont été colonisés, qui ont subi la prédation occidentale, constituer avec l'aide des BRICS un tribunal international des réparations où les condamnations à réparer seront imprescriptibles. Aujourd'hui, lorsque l'ONU prend une décision, il n'y a pas d'exécution possible, sauf les sanctions. L'ONU ne prend pas des sanctions, c'est les Américains qui prennent des sanctions. Un État qui se détache de l'ONU qui prend des sanctions parce qu'il a la puissance. La puissance américaine est déclinante, le monde est en train de changer, les rapports de force internationaux changent, l'ordre du monde se révolutionne, il y a de nouvelles puissances qui naissent, et dans 50 ans, même si c'est dans 50 ans, la réparation, les Européens auront à payer leur confort, leur bonheur, notre bonheur, puisque nous sommes aussi européens. Et il est fondé sur la prédation que l'Occident a poursuivie. Ça, c'est terminé. Et nous pensons que l'ensemble des anciennes nations et des anciens peuples qui ont subi les violences du colonialisme seront prêts à créer avec les États africains ce tribunal international des réparations qui rendra ses sentences, qui les rendra exécutoires de façon imprescriptible, et qu'un jour, lorsque les rapports de force le permettront, bien les États qui n'exécuteront pas ces décisions subiront ce que subit Cuba depuis 70 ans, les criminels, ce que subit le Venezuela, ce que subit l'Iran. Tous les pays dont l'Occident considère qu'ils ne sont pas légitimes s'autorisent à violer, à violenter et à écraser. Alors, on se rapproche de la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous dire, de manière, on va dire, un peu concrète, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je parle de toutes les organisations, associations, mouvements politiques ou pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider aujourd'hui? Le grand problème, c'est de faire comprendre à chacun ce que j'appelle moi les ayants droit, hein. C'est un terme générique qui permet de recouvrir l'ensemble des gens qui ont cette créance contre l'État. Nous payons des impôts, nous payons des taxes, nous payons une vie chère qui est absolument scandaleuse. Eh bien, en engageant cette procédure, on commence à se réparer. Et puis, la réparation, c'est pas seulement une question financière.
Bien sûr, c'est une question financière. Moi, je dis toujours en plaisantant, oui, il faut faire des afro-descendants victimes des deux crimes, des Qataris ou des gens. Le problème du grand remplacement en Martinique, si il y a combien de Qataris ou Qataris, des blancs hein, qui sont là, ils n'ont pas la loi. Hein. Donc, si chaque Martiniquais avait la puissance financière, c'est pas simplement pour aller jouer au casino, hein, il s'agit de développer le pays. La Martinique, la Guadeloupe, tous ces pays-là sont encore sur la domination occidentale. Le jour où Haïti, c'est une catastrophe. Haïti, c'est un pays créatif. Que font les puissances occidentales? Désastre. Que les gens auront les finances, que leur niveau économique va monter, pourront faire des études, seront aidés à devenir des créateurs d'entreprises, à développer le pays, eh bien, les choses vont changer. Et le rapport de force va changer. Le rapport de force aujourd'hui n'est pas en notre faveur. Donc aujourd'hui, notre mission à tous ayant droit afro-descendants, c'est donc de contacter le MIR Tout à fait. et de donner mandat au collectif d'avocats. D'accord. Et donc, ils agiront pour chacun d'entre vous gratuitement devant les tribunaux français. S'il y a 30 000, 40 000 Martiniquais, 30 000, 40 000, même ce petit nombre, hein, parce que je ne sais pas combien il y a d'afro. On a en France aussi, il y a la diaspora en France. Aucun juge n'osera juger comme ils ont jugé aujourd'hui. Aucun. De toute façon, au nom de Radio Apalgie Cambout, hein, je peux déjà dire que notre radio qui a pour mission, qui s'est donné pour mission d'éduquer, d'informer, entre autres, va faire sa part du boulot et va donc recevoir autant de fois que nécessaire le MIR Martinique pour en parler, mais va en plus utiliser son antenne pour diffuser cette information auprès du plus grand nombre. On est présent pour l'instant sur le net, mais on va être bientôt présent sur la bande FM. Donc on va se faire un devoir de relayer cette information. L'idée, c'est qu'aussi bien en Martinique où on est écouté, mais ailleurs dans le monde, parce qu'on a une portée internationale Gastronet, cette information puisse être partagée avec tous, le plus grand nombre, pour que cette action, cet engagement puisse aboutir. Alors peut-être pas pour nous, peut-être pour nos petits-enfants, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a attendu depuis le 48. Voilà, on a attendu, on est un peuple très patient, heureusement pour nous d'ailleurs. Donc on va encore attendre s'il le faut, mais il faut que les procédures soient lancées, donc on va faire le taf. Je vous remercie et je pense que je sais que c'est un combat qu'on va gagner. Je ne sais pas quand. Hein. Ouais. Ça, c'est une conviction que j'ai depuis 40 ans maintenant. Hein. À la fois au plan juridique, parce qu'au début, la plupart des juristes me regardaient comme une espèce d'ovni. Puis, le temps avançant, les procédures avançant, j'en réalise que là, oui, non, il n'y a pas un moyen de droit valide, fondé, qui puisse faire qu'on nous refuse. Je sais aujourd'hui que, encore une fois, les juges français, vous savez, c'est des opportunistes, des peureux. Pas moi qui le dis, c'est tous les ministres de la justice qui sont passés là. Le jour où ils auront une force d'ayant droit puissante, réclamant devant eux, avec des arguments juridiques qui sont déjà là et qui sont efficaces, ils n'oseront plus faire ce qu'ils font aujourd'hui, un énorme délit de justice, qui est une forme de mépris par rapport non seulement à nous, mais au droit. C'est ça, moi, qui me choque. Parce que lorsqu'on dit, pour justifier que faire conscience de droit de créance est présente dès 1948, que n'ayant pas agi dans les 4 ans de 1948, nous, héritiers de nos grands-parents, on est prescrit, c'est un mensonge. C'est un mensonge absolument abominable. Et à la limite, je dirais, vous nous dites donc que nos grands-parents étaient des crétins. En gros. Parce que selon vous, ils auraient pu, ils ont pas fait. Ils savaient, ils n'ont pas fait. Ah, tiens. Ils savaient, ils n'ont pas demandé. Alors, Alain, on te remercie pour
ces informations et puis cet éclairage sur une question fondamentale. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter? Non, mais je suis heureux d'être là parce que je sens que en 25 ans, comment les choses bougent. Il y a 25 ans, quand on parlait réparation, on regardait. Non, on est plus aux instances internationales qu'on en parle. Et on vient de reconnaître que, enfin, la traite négrière et l'esclavage ont été les pires crimes contre l'humanité. Ce qu'on nous déniait. Et quand j'entends encore des gens oser nous dire, mais le thème déportation, ça ne vous concerne pas. Je dis, ces gens-là, il faut les punir. Et donc, j'ai demandé à Amir de faire une démarche auprès des sénateurs et des députés, de l'ensemble des descendants, pour qu'ils déposent à l'Assemblée nationale un projet de loi pour pénaliser ce type de propos et que des gens ne puissent plus sur les ondes ouvrir leur bouche pour nous dire cela et traiter notre ami journaliste comme ils l'ont fait. Et d'ailleurs, il a été puni pour avoir réagi. Comme il a réagi, il a eu raison de réagir. Tout à fait. En tout cas, nous avons dit tout le monde qui a écouté nous, les radios à Page Cambout pour l'émission Femme et L'Homme Vaillant. Merci pour écouter les autres. Nous avons trouvé que nous, lundi prochain, à côté Ine pour notre émission. Nous avons dit autres, prends soin du corps et en d'autres soleil. Maman Ladia, ma tante boua sonne au soya. Mama oh Ladia, Saki bagay talent passav. Mama oh Ladia, Pani l'orage mitonne